Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, on est ensemble pour 90 minutes de débat, de chroniques et de reportages. Notre objectif quotidien, vous le savez, c'est de donner du sens aux crises que nous traversons et aux mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 12 décembre. Qui pour Matignon? La question reste sans réponse ce soir, plus de 48 heures après la promesse faite par Emmanuel Macron au parti politique d'annoncer sa décision dans 48 heures. Il lui reste quelques heures là, sur les 48 heures, mais vous savez, les promesses du maître des horloges n'engagent que ceux qui lui demandent l'heure en réalité. L'horloge de maître Macron serait-elle détraquée? Comment sortir de cette crise politique sans élargir la majorité? Le ou la future locataire de Matignon pourra-t-il convaincre des ministres de gauche et de droite de travailler ensemble? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, on va tirer les leçons de ce blocage politique. Faut-il changer de république, passer la 6e pour redonner de l'élan à nos institutions? Comment renouer le lien de confiance entre les Français et leurs élus? Un scrutin proportionnel serait-il suffisant? Réponse avec nos experts, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, cette nouvelle énième journée d'attente où pendant que le président de la République était en Pologne, la machine à rumeurs tournait à plein tube. Jérôme Rabier. La classe politique et médiatique attend la nomination d'un Premier ministre, espérée dans les prochaines heures si l'on en croit l'échéance fixée par Emmanuel Macron mardi. Mais le président de la République a d'abord respecté un engagement de longue date avec un déplacement en Pologne. Sourire et bonne ambiance de rigueur avec le Premier ministre Donald Tusk. Mais les sujets au programme étaient d'importance. L'Ukraine et l'accord commercial UE-Mercosur, dont la France comme la Pologne ne veulent pas. Emmanuel Macron a tout de même écourté sa visite pour rentrer plus tôt à Paris et peut-être annoncer le nom du prochain Premier ministre. En attendant, les pronostics vont bon train. Avec un François Bayrou toujours dans les favoris comme Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian ou encore Ronan Lescure. Des hypothèses balayées par la gauche qui veut une personnalité issue du NFP ou qui l'a soutenue et un changement de cap. Vous me citez que des noms qui sont dans le paysage depuis des années, qu'on a déjà vus, revus et corrigés, et qui n'ont pas séduit les Français. Ça n'a pas marché, ça va pas, quoi. C'est le passé. Moi, je veux qu'on se projette vers l'avenir. De gauche, de droite ou du centre, ou même encore issus de la société civile, tous les paris sont ouverts. À droite, on préfère ne pas commenter et attendre la fumée blanche pour se positionner. C'est avec le Premier ministre, le futur Premier ministre ou la future Première ministre que nous discuterons pour savoir si ses orientations, si ce qu'il ou elle entend défendre est compatible avec ce que nous avons toujours dit. Une fois nommé, l'heureux élu aura la lourde tâche de constituer un gouvernement, rassembler une majorité de députés pour au moins ne pas être censurés et leur faire voter rapidement un budget avant d'envisager de prolonger l'aventure à Matignon plus longtemps que Michel Barnier, censuré en 3 mois. Et on se demande pourquoi Emmanuel Macron procrastine. Et je vous présente mes invités. Sophie Coignard, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Point, auteur de La tyrannie de la médiocrité, publié aux éditions de l'Observatoire. Bruno Daugeron, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Cité, auteur de droit constitutionnel. C'est aux Presses universitaires de France. Pierre Jacquemin, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de Politis. Et Sophie Dravinel, éditorialiste politique. Bonsoir Sophie, bienvenue à vous. Que vous inspire, Sophie Coignard, cette énième procrastination présidentielle? Est-ce qu'il y a un sens politique derrière ça? Alors là, franchement, un sens politique, vous y allez. Quelle leçon politique on peut en tirer quand même? Quelle leçon politique on peut en tirer? C'est que on se demande ce qui pourrait dissuader Emmanuel Macron de procrastiner. Enfin, on est dans une situation complexe. On était la semaine dernière exactement avant son intervention, son allocution télévisée, dans laquelle je rappelle qu'il a dit, je cite à peu près texto, qu'il fallait aller vite. Ensuite, on a eu des infos selon lesquelles il y aurait un Premier ministre avant la fin de la semaine dernière. Et puis voilà, nous voici, une semaine après. Quel sens politique? Moi, je pense qu'on ne peut en tirer aucune espèce d'info politique, si ce n'est qu'évidemment,
c'est compliqué, qu'Emmanuel Macron est, comme on dirait, dans un corner, comme on dirait dans les commentaires sportifs, et qu'il ne se résout pas. Ce serait quand même, en termes de divination, ce serait la dernière chose que je dirais, et je pense que c'est la plus importante parce que ça pose un problème, et qu'il ne se résout pas à lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'il ne se résout pas à considérer qu'il n'est pas, peut-être pas totalement en cohabitation, mais en tout cas que l'essentiel n'est pas aujourd'hui de préserver son héritage. Et tant qu'il ne se sera pas mis en tête que la préservation de son héritage n'est pas la priorité du moment, pour personne et surtout pas pour les Français, eh bien le problème ne fera que grandir. Et je pense enfin que chaque heure qui passe, en fait, est du money time négatif pour Emmanuel Macron. C'est peut-être là qu'il est, le sens politique. Et ça donne aussi un peu de sens, enfin je l'espère, à ma question. Bruno pardon, mais c'est vrai qu'on est tous... on va être très honnête, on en a tous... Merci, c'était exactement le sens. C'est ce que vous alliez dire. Bruno Nogereau, vous signez avec 2 autres juristes une tribune dans Le Monde et vous dites que l'autorité présidentielle est devenue le principal ferment de la déstabilisation du régime. Pourquoi ? Mais exactement pour les raisons que vient d'expliquer Sophie Connard et que je rejoins bien volontiers sur le plan juridique. C'est qu'il semble que le président de la République n'ait pas tiré toutes les conséquences du nouvel équilibre politique et qu'il ne se résout pas, ni lui, ni une partie de la classe politique. Oui, c'est pas le seul. C'est pas le seul, à sortir des habitudes, voire des habitus laissés par le présidentialisme majoritaire. L'idée qu'il puisse disposer d'une majorité absolue qui le soutient à travers un Premier ministre. Or, ça n'est pas le cas. Mais ça n'est pas non plus une cohabitation, parce qu'il n'y a pas non plus une majorité qui est décidée à se liguer contre le président de la République et qui serait possiblement en alliance pour gouverner. De sorte qu'on n'arrive pas à trouver la 3e voie et que le président de la République ne se résout pas à essayer de se mettre en retrait du jeu. Et ça, c'est très ennuyeux parce qu'il semble que nous soyons entrés dans une nouvelle ère d'un parlementarisme déprésidentialisé qui, d'une certaine manière, est un retour aux pratiques antérieures à la 4e République, sans avoir exactement les mêmes équilibres, et qui demande de changer de logiciel, comme diraient les politiques, comme on dirait dans les médias. Et le changement de logiciel, il ne s'est pas encore produit. Et cet entre-deux pose des problèmes institutionnels, parce que je pense qu'on n'est pas allé dans aucune des 2 logiques. Il n'y en a pas 50 des logiques. Dans ce système-là, ce qui est le résultat, il faut bien le dire, je serai rapide, du Fonds républicain, de 2 choses l'une. Soit vous faites un Fonds républicain... Et vous allez au bout. Et vous allez au bout et gouvernent ensemble, soit vous laissez le scrutin majoritaire à 2 tours jouer au profit de votre adversaire, en l'occurrence le Rassemblement national. Il n'y a pas d'autre solution. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas vouloir l'un sans l'autre. Ouais. Alors, si on revient sur ce qui s'est passé cette semaine, Pierre Jacquemin, le président de la République, a laissé aux partis politiques hors LFI et Rassemblement national une chance de construire une majorité plus large. En disant ça, je reprends un peu le discours élyséen. C'était un marché de dupes, c'était un jeu de dupes, ça ? Moi, je le trouve un peu dur avec Emmanuel Macron. Allons bon, c'est Pierre Jacquemin qui nous dit ça. C'est moi qui le dis. Il y a une forme de cohérence quand même dans la Macronie et dans ce qu'a été Emmanuel Macron en tant que président de la République. On l'a vu à chacune des grandes périodes, des grandes étapes électorales ou de remaniement. Emmanuel Macron a toujours pris le temps pour je ne sais pas faire quoi, parce qu'on a toujours vu Emmanuel Macron devoir choisir entre un Premier ministre de gauche, un Premier ministre de droite. Ça dit quand même beaucoup de ce qu'est la cohérence de la Macronie, mais ça a aussi à voir avec sa promesse qui était le en même temps de gauche et le en même temps de droite. Et sur quoi aujourd'hui on arrive ? Le gouvernement d'intérêt général, qu'est-ce qu'il dit ? Il faut que les républicains de chaque bord se remettent autour de la table et travaillent ensemble. C'est quoi si ce n'est le en même temps de gauche et de droite auquel il appelle aujourd'hui ? Donc il y a une forme de cohérence dans la Macronie. Et je pense que c'est ce qu'il essaie de faire aujourd'hui, d'essayer d'atterrir encore une fois sur « je suis en capacité de réunir autour de moi », peut-être à travers un profil central, une figure rassurante qui pourrait être pour les Français une personnalité comme François Bayrou, on verra, et qui pourrait peut-être parler à la gauche, parler à la droite. Et c'est à mon avis l'objectif d'Emmanuel Macron. Mais si on va sur le plan... constat d'échec des consultations élyséennes, il y a une part de responsabilité aussi des partis politiques qui sont autour de la table. Quand on croit à la politique, on croit aux convictions. Alors certes que la politique, on n'a pas l'habitude en France, la politique du compromis, on le voit à l'échelle de l'Europe, mais les compromis ne peuvent pas être des compromissions. Et on voit aujourd'hui que les sujets qui clivent les plus importants et qui sont ceux qui sont devant nous après la nomination d'un gouvernement, ça va être le budget. Le budget, c'est ce qui
détermine si vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité, c'est quand même le cœur du sujet. La question de la réforme des retraites, qui est un sujet extrêmement clivant. Vous ne pouvez pas rassembler la gauche et la droite autour d'une table autour de la question de la réforme des retraites. Il y a peut-être quelques questions qui peuvent émerger, qui sont la question institutionnelle. Donc on n'avance pas. Avec cette logique-là, j'entends vos arguments. Je veux juste finir sur une chose, cette crise, quoi. Sur une question presque légitime, presque institutionnelle, la logique de nos institutions voudrait que nous tous, ici autour de la table, on devrait rappeler que quand même il y a une logique, c'est qu'Emmanuel Macron se tourne vers la coalition qui est arrivée en tête de l'élection législative. Et c'est ça qui est quand même assez incompréhensible, c'est qu'Emmanuel Macron ne fait pas ce choix. Il n'a pas fait ce choix avec M. Barnier. On pourrait se dire ça n'a pas marché. Bon, on fait le choix maintenant de faire avec la gauche et on voit si ça marche. Bruno Daugeron, elle n'avait pas plus de majorité, cette coalition. Non, elle n'avait pas plus de majorité. Je pense que ça, c'est une lecture qui vient d'éléments de langage de politique qui disent je suis arrivé en tête et je dois être nommé. Mais ce n'est pas une course d'athlétisme. La logique de notre 5e République, la logique de nos institutions ne dit pas qu'une force qui est arrivée en tête, comme on court à un marathon, on arrive en tête. Une force qui a la majorité, ce qui est quand même très différent. La logique de nos institutions qui est éclatée entre 20 interprétations complètement différentes, chacun ayant sa logique. Nos institutions, d'abord, elles sont plurielles parce qu'elles disent plusieurs choses qui sont potentiellement contradictoires. Mais il est certain qu'on est dans un gouvernement parlementaire. Et dans un gouvernement parlementaire, ce qui compte, ce n'est pas le résultat des élections. Ce qui compte, c'est le fait de constituer éventuellement des majorités et non pas une majorité durable au sens d'une matrice de comportement pendant le plus longtemps possible. C'est ça qui doit être vu et c'est ça qui se passe ailleurs. Parce que le raisonnement que vous prenez serait valable si on avait un scrutin même proportionnel avec une prime majoritaire qui accompagne, qui dessine dans les élections. Mais ce n'est pas ce qui se passe et c'est ce qui se passe encore moins dans cette affaire-là. En réalité, il s'agit de laisser le Parlement et les parlementaires essayer de se débrouiller entre eux pour tirer les conséquences d'une séquence électorale et de ce qu'ils peuvent faire dans la durée. Ça ne veut pas dire qu'il aurait été exclusif ou impossible de demander à la gauche de le faire, mais il n'y avait pas de droit acquis. Et surtout, si je peux me permettre, par rapport à 97, dissolution, la gauche, elle a perdu, je crois, à peu près 25 points. Enfin, c'est impressionnant. Elle s'est vraiment tassée. Alors que le FN devenu RN, a de fait explosé. Et donc, il y a aussi une légitimité de ce point de vue-là à faire entendre autre chose qu'une victoire pour la gauche. Alors, moi, j'aime beaucoup la photo qui illustre notre débat derrière les invités. Réunion en cours, voilà, on est une petite souris là, dans les coulisses de l'Élysée à espérer qu'enfin la fumée blanche, pour prendre une image beaucoup plus vaticaniste ou vaticaneste, sortent enfin. Parmi les informations de la journée, il y a cette info sortie par nos confrères du Figaro qui nous dit que le Parti socialiste exclura tout socialiste qui entrerait dans un gouvernement qui ne serait pas de gauche. Sophie Coignard, comment vous accueillez cette information ? On parle d'ouverture, là, c'est plutôt cette porte qu'on voit là derrière nous, on est plutôt en train de la fermer. Ça fermer. C'est-à-dire que depuis 24 heures, on entend quand même des choses extrêmement contradictoires au sein d'une seule formation, que ce soit d'ailleurs le PS ou les écologistes. C'est-à-dire que ce matin, si mes souvenirs sont exacts, il y avait à la fois Yannick Jadot qui prenait l'ouverture sur une radio. Au gouvernement. Voilà, c'est ça, et puis qu'on pouvait s'entendre, enfin, etc. Et au même moment, il y avait Marine Tondelier qui expliquait que, enfin, en gros, qui reprenait comment dirais-je, le catéchisme de Jean-Luc Mélenchon. Bon, voilà. Donc, ça, c'est... Chez les écologistes, on se disait, bon... Yannick Jadot est isolé, mais... Certes, en fait, c'est une figure. Oui, bien sûr. Donc, c'est une voix des écologistes. C'est une vraie voix écologiste, en fait. Bon. Donc, voilà. Et de l'autre côté, effectivement, Thomas, vous avez raison. C'est-à-dire que la question, c'est pas la position du PS, c'est la position du PS à telle heure, tant de minutes et tant de secondes. C'est les statuts du Parti socialiste qui le disent. Ce que vous dites, Thomas, c'est que le Parti socialiste, dans ses statuts, écrit clairement que toute personne qui participe à un gouvernement qui n'est pas soutenu par la majorité, enfin par le groupe socialiste du Parlement, Chambre, Sénat et Assemblée réunie, s'exclut du Parti socialiste. Certes, mais c'est exactement l'inverse de ce qu'a dit Olivier Faure quelques heures auparavant. Donc j'ose espérer qu'Olivier Faure connaît les statuts du Parti socialiste. Et par conséquent, il y a un petit problème de cohérence aussi de ce côté-là. Donc on voit bien que, alors si on est positif, on se dit ça bouge.
Et ça bouge, c'est un message d'espoir. Peu importe, mais au moins que personne ne soit ossifié dans ses positions. Et puis on peut aussi se dire qu'on est très très loin comment dirais-je, d'une cohérence et d'une harmonie en termes de stratégie, ou même, soyons modestes, de tactique. Oui. Pierre Jacquemin, il s'agit de quoi? De savonner la planche d'un éventuel François Bayrou à Matignon? C'est aussi ça, c'est peut-être le respect des statuts, mais il y a aussi évidemment de la tactique politique de la part d'Olivier Faure. Il y a évidemment de la tactique, il y a surtout une pression qui est faite auprès du président de la République. Je pense que, certes, il y a des voix dissonantes, ça n'a échappé à personne au nouveau Front populaire. Olivier Faure prend son envol, ou en tout cas s'autonomise de plus en plus de la France insoumise, mais il y a une constante là aussi qui est celle du nouveau Front populaire et qui est celle aussi d'Olivier Faure, qui consiste à dire nous voulons qu'un Premier ministre de gauche, et c'est là où il y a aussi une évolution, parce que c'était au début un Premier ministre qui soit issu des rangs du NFP, et on entend chez les socialistes aujourd'hui qu'une personne comme Bernard Cazeneuve pourrait convenir, je pense, aux socialistes, et y compris à Olivier Faure. Donc il y a une évolution. Mais la question, c'est pas tant est-il de gauche, et je peux entendre que pour un électeur du nouveau Front populaire qui a voté pour un programme avant de voter pour des individus et des députés, ils ont voté pour un programme qui était clair, qui était le fruit d'une discussion collective, et qui est certainement pas celui de Bernard Cazeneuve. Donc c'est sûr que ça pourrait sans doute déplaire. Après, vu la situation, je pense qu'il faut aussi faire preuve d'un tout petit peu de modestie, peut-être un peu de compromis, et effectivement se dire que il y a peut-être des batailles à gagner, et peut-être que c'est M. Cazeneuve qui peut emporter cette réunion d'une majorité de gauche au gouvernement. Bruno Daugeron, ce qui pourrait se passer, imaginons qu'on ait un Premier ministre ou une Première ministre nommée ce soir, tout peut arriver, ou demain matin. Ensuite, il peut se passer quand même pas mal de temps avant la formation d'un gouvernement. Disons, laissons le temps aux partis politiques à l'Assemblée de construire éventuellement un bloc. Est-ce qu'on peut encore y croire à ça? Ou est-ce que, d'après vous, les déclarations des uns et des autres ferment cette... Parce que ça serait dans la logique, dans une forme de logique institutionnelle, ça. Alors oui, mais je rejoins à nouveau Sophie Coigner pour vous montrer qu'il y a beaucoup de caractères contradictoires. Les statuts des partis politiques, on les connaît, vous savez, c'est très facile d'être exclu et puis de revenir. Les gens qui n'ont pas l'investiture, la regagnent, ils vont rejouer. Donc tout ça, c'est du mécanisme politique traditionnel. Je pense qu'ils se trouvent confrontés exactement aux mêmes contraintes qu'au mois de juin, qu'au mois de septembre avec le gouvernement de M. Barnier. Il faut constituer, effectivement, disons pas forcément une majorité, parce que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut, parce que le gouvernement Barnier a eu des majorités, puisqu'on a réussi à faire voter des amendements et des projets de loi pendant sa durée. Il faut surtout arriver à avoir non pas une majorité qui ne soit pas hostile au gouvernement, parce que c'est tout ce que demande l'article 49.3. Il ne faut pas il faut qu'on préfère maintenir le gouvernement plutôt que de le renverser. Il ne faut pas qu'il y ait une coalition contre lui. Donc il faut qu'il trouve le moyen, s'ils décident de naviguer ensemble, et la clé c'est quand même le Parti socialiste, à mon avis la vraie pression c'est sur le Parti socialiste, qui se fait élire avec le NFP et qui est la solution pour qu'il n'y ait pas de censure. Parce que sans les voix du Parti socialiste ou de la majorité du groupe socialiste, le gouvernement n'est pas renversé. Donc c'est ça le problème. Et donc, si le groupe socialiste arrive à s'entendre et décider de participer à ce gouvernement, ou en tout cas de ne pas le renverser dans cette logique, à ce moment-là, c'est possible. Ouais. Alors justement, là, sur cette question-là, puisque ça fait partie des propositions qui sont venues assez vite de la part du trio Parti socialiste, les écologistes et Parti communiste, renoncer au 49.3 pour éviter la censure. Bref, tout le monde n'est pas emballé. Écoutons le président du groupe LR du Sénat, Mathieu Darnaud. La politique est affaire de clarté. Je ne crois pas que nous ayons quelque chose à gagner de vouloir élargir sans fin le périmètre d'un gouvernement. Donc il ne faut même pas aller jusqu'au PS pour vous ? Si c'est pour, et je vais rentrer concrètement dans la question que vous me posez, il faille supprimer de facto, avant même que le Premier ministre soit nommé, le 49.3. Comment fait-on pour voter un budget ? J'entends bien, au moment où chacune et chacun réclame plus de parlementarisme, alors oui, laissons vivre le débat, mais arrêtons de vouloir réécrire la Constitution, de vouloir ôter de la Constitution certains outils. Mathieu Darnaud, évidemment, dans la matinale de Public Sénat. Je l'ai diffusé à ce moment, puisque vous évoquiez la question du 42. Est-ce que c'est une fausse bonne idée, finalement, cette proposition du Parti socialiste, écologiste et communiste ? C'est une idée comme une autre pour essayer de faire vivre artificiellement ce qui n'existe pas et essayer de trouver un point d'accord. Voilà, comme disait... Pardon de vous interrompre, vous le disiez tout à l'heure, le défi des partis politiques après la nomination du Premier ministre, ça sera peut-être pas de construire une majorité, mais au moins de ne pas avoir une majorité hostile. Donc ça peut passer par cette espèce de contrat, on renonce au 49.3 si vous ne nous censurez pas.
Mais je pense que ça peut être ça, de toute façon, un contrat de gouvernement, comme on aime le dire dans certains autres pays parlementaristes, ça n'est pas formalisé dans la Constitution. Le doyen Vedel, qui était encore une grande figure du droit constitutionnel, aimait dire qu'une Constitution, c'est comme la plus belle fille du monde, ça ne peut donner que ce qu'elle a. Et notre Constitution, elle a des instruments, elle donne des instruments. On s'en sert ou on s'en sert pas. Rien n'oblige à se servir du 49.3. Il y a aussi du droit constitutionnel qui est beaucoup issu de la pratique. Donc si après tout, sur ce fondement de dire on n'utilisera pas, voilà. Mais est-ce que ça tiendra? C'est ça le problème. On a bien vu que les promesses n'engageaient que ceux qui les reçoivent, ça on le sait depuis longtemps, et qu'en matière institutionnelle, l'ambiance et politique, l'ambiance et la chaleur peut monter assez rapidement, et que les désaccords. Et moi, un trait commun de la... Je ne vais pas reprendre le titre du livre de Sophie Coignard, mais enfin, l'ambiance générale de la classe politique, c'est pas la patience, ni le compromis, ni le temps long. Et ça joue pour beaucoup. La post-adolescence en politique, ça fait beaucoup de mal. et je pense qu'il n'est pas impossible qu'on en soit là. Voilà. Parce que le parlementarisme, si vous voulez, c'est quand même toute une culture. On l'a bien connu sous les républiques précédentes. C'est des usages chez les mœurs, c'est de s'habituer au dialogue, au compromis. Alors, il est difficile. Mais d'ailleurs, on en est sorti de ces républiques parce que c'était aussi la doxa gaulienne avec une mémoire très critique une envie d'autre chose. De l'instabilité gouvernementale, etc., etc. On vit d'autre chose, effectivement. Ça nous renvoie à des questions très, 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 très complexes et très intéressantes. La dramatisation qu'a reposé pendant 45 ans le fait de renverser un gouvernement. C'est ça aussi qui a créé la crise de confiance politique, le fait qu'on ne puisse engager la responsabilité que celle du président, que s'il se représente, s'il ne représente pas, il ne se passe rien. C'était pas bon. Mais donc, si on veut retrouver un équilibre parlementaire et une culture parlementaire, il faut essayer de la créer. Or, le présidentialisme avant n'a créé que la radicalisation des antagonismes. C'est ça qu'il a créé. Et on nous demande de faire du parlementarisme avec des radicalisations partisanes qui sont extrêmement fortes. Et donc, on ne peut pas se mettre d'accord. Et donc, ça va être difficile. En tout cas, ça va être compliqué. Ça demande de faire un effort. Très bonne démonstration. Vous nous parlez, Sophie, de ministres au supplice. Absolument. Est-ce que vous connaissez les uns et les autres, Thomas, le saint patron des rôtisseurs? Alors, chez les catholiques, chaque métier est associé à un saint patron, une figure remarquable selon les critères de cette église qui lui vaut de porter l'auréole, comme d'autres portent la Grande Croix de la Légion d'honneur. Pour les rôtisseurs, donc, il s'agit d'un certain Laurent, martyr au IIIe siècle à Rome, mort sans renier sa foi sur des charbons ardents. La légende dorée raconte qu'il aurait même suggéré à ses bourreaux de le retourner sur son grill, la face au feu étant cuite. C'est ce Laurent que me font penser les candidats à Matignon depuis cet été. Des victimes qui acceptent leur sort avec patience, face à un préfet de Rome qu'incarne très bien Emmanuel Macron. À ce niveau, il ne s'agit plus du maître des horloges, mais du maître des supplices. Et effectivement, cette semaine a été plus qu'éprouvante pour eux. Avec effectivement un seul décideur, toujours le même depuis 2017, les deux mains sur les manettes, à peine entourés de quelques hommes. Les candidats et leur entourage cette semaine ne pouvaient que se perdre en conjectures, abandonnés à leur sort. À suivre les réunions du chef de l'État à l'Élysée vendredi avec des représentants du Sénat, avec les socialistes ensuite qui lui auraient demandé de ne pas être les seuls, s'il vous plaît, à gauche à être reçus, lundi donc avec des écologistes et des communistes, puis les lendemains rebelote avec tous sauf le RN pas convié et LFI qui tape sur les partenaires. Et malgré l'agitation, les tensions intérieures mais aussi économiques et internationales, ce qui est dingue c'est que la liste des candidats ne faiblit pas. Et non, c'est fascinant Thomas, oui, tous ces maltraités qui en redemandent. On pourrait imaginer une grève des candidats à Matignon. Ce gouvernement a tout de même été le plus court de la 5e. Rien du tout, la liste est aussi longue que celle de cet été. Effectivement, que cherche-t-il? Une vengeance, une retraite dorée? Alors il est vrai qu'il suffit d'une journée à Matignon pour toucher des avantages à vie. Peut-être qu'ils ont simplement envie d'une retraite dorée avancée ou besoin d'un chauffeur ou besoin d'un garde du corps. Peut-être qu'il existe même dans ce lot d'hommes et de femmes un véritable serviteur de l'État, qui sait. Au regard de ce spectacle, cependant, la conviction qui nous vient à l'esprit, c'est que le pouvoir exerce évidemment un attrait absolument irrépressible sur les esprits, même les plus forts, prêts à se brûler au feu des lampes, comme les insectes l'été. Merci beaucoup, Sophie. Sophie Coignard, alors on ne va pas jouer au petit jeu du name dropping, on essaye de l'éviter le plus possible dans cette émission, mais je vous pose à peu près à chaque fois la question, parce que j'adore ces journées de journalistes politiques qui vivent sous les rumeurs, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a eu Roland Lescure, qui est l'ancien ministre de l'Industrie et de l'Énergie, macroniste, qui est ressorti de je ne sais quel chapeau aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Alors, la question, c'est déjà de faire le tri entre les perspectives sérieuses et les leurs.
Et le fait qu'effectivement, lancer aussi un nom, ça peut être fait par l'intéressé pressé d'être rôti, ou par un de ses ennemis pressé de le griller. Oui, vous voyez, bien sûr. Bon, bien voilà. sûr. Donc, oui, parce que c'est la machine à nom NON qui s'enclenche. Dès qu'un nom NOM sort du chapeau, la machine à nom s'enclenche. Vous avez constaté à quelle vitesse ça a été pour Roland Lescure. C'est-à-dire qu'on avait à peine fini de prononcer la dernière syllabe de son nom qu'immédiatement Bruno Retailleau a dit mais enfin c'est impossible. Les positions de Roland Lescure extrêmement libérales en matière d'immigration font qu'on ne peut pas gouverner ensemble. Et le Rassemblement National aussi. Roland Lescure, censure. Oui, c'est sorti tout de suite. Enfin bon, le Rassemblement National, disons que pour l'instant, il s'est mis dans le petit jeu dont nous parlons ce soir, il s'est mis un peu en dehors. Oui. On l'a mis en dehors, mais peu importe, mais il n'est pas dedans. Oui, il l'a peut-être bien cherché aussi, en votant la censure. Bref, c'est une autre partie du débat. On est aussi d'accord. Donc, voilà. Est-ce que Roland Lescure est une hypothèse sérieuse ? Je pense que non, mais évidemment, s'il est nommé ce soir, je me couvrirai de honte. Personne ne vous en voudra. Et c'est très distrayant parce qu'en se perdant. Oui, il y a un petit côté ludique pour nous. Il y a un petit côté ludique avec ce film dont tout le monde se souvient, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes parce que les parents de Roland Lescure étaient communistes et que du coup, on reparle d'un axe entre Roland Lescure et Fabien Roussel qui a quelques compatibilités d'humeur et de discussion avec lui. Voilà, c'est un peu. Mais en tout cas, Roland Lescure. Enfin, il a quand même un petit problème, Roland Lescure. C'est qu'il est un macroniste pur jus, si j'ose dire, c'est-à-dire peut-être de gauche, compagnon de route. Mais c'est vraiment, enfin, ce monsieur faisait complètement autre chose avant qu'Emmanuel Macron commence sa longue marche à partir de 2016. Donc, c'est un sujet. Pour en revenir au début de notre débat, ça prouverait qu'Emmanuel Macron n'a pas tout à fait compris le sens du vote des dernières législatives. Ce qui est probable. Et pendant ce temps-là, qu'en pensent les Français ? Eh bien, selon l'opinion en direct pilotée par l'Institut ELAB pour BFM TV, ils sont inquiets à 61%, révoltés ou en colère à 55%, lassés à 48%. Évidemment, il y a eu plusieurs réponses possibles. Hein. On est nul en maths, mais pas à ce point-là. Ne les intéresse pas à 12%, ou alors intéressés à 9% et confiants à 5%. Et puis alors, si on va plus loin dans ce sondage, autre élément intéressant, pour le prochain gouvernement, souhaitez-vous que le Premier ministre soit plutôt issu de la société civile, aucun parti politique, issu de la société civile ou du monde de l'entreprise. C'est ce qui arrive en tête, 41%. Ensuite, la gauche, 23%, le Rassemblement national, 17%, la droite, 12%, le camp présidentiel, tout en bas de la pile, 6%. J'ai été chercher ce sondage pour quand même prendre un petit peu de temps sur le gouvernement technique. Est-ce que c'est une piste envisagée et qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Jacquemin ? J'ai vu qu'effectivement, les Français plébiscitaient un gouvernement apolitique. Oui. Le sondage disait ça. Je ne sais pas ce que c'est que être apolitique et je ne sais pas ce que c'est qu'un gouvernement technique. Je veux dire, l'administration, quand elle est en charge de faire de la politique, elle fait de la politique. Quand vous faites un choix budgétaire, vous faites des coupes à certains endroits et pas à d'autres. Tout à l'heure, un budget, c'est très politique par définition. Et ce gouvernement technique, quel qu'il soit, la première chose qu'il aura à faire, c'est malgré tout de voter un budget avec retard, mais c'est de voter un budget. Et d'une certaine manière, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, mais c'est vrai que toutes les nominations gouvernementales d'Emmanuel Macron, les figures qui ont émergé étaient ce qu'on pouvait appeler des personnalités techniques. C'était beaucoup des personnalités techniques qui étaient à la tête des ministères. Moi, je disais d'ailleurs à ce moment-là, Macron a nommé des super chefs d'administration à la tête des ministères. Et finalement, il y a assez peu de grandes figures politiques qui ont émergé dans la Macronie, un peu plus sur la dernière période où il a estimé qu'effectivement les ministères devaient être tenus par des personnalités plus politiques. On l'a vu avec Gérald Darmanin, Rachida Dati, des figures qui sont des figures qui ne sont pas d'aujourd'hui, qu'on connaît depuis un certain nombre d'années. Donc je ne crois pas au gouvernement technique, c'est un peu un leurre dit aux Français que de dire on ne va pas faire de politique, on va faire de la pure gestion. Ça n'existe pas, la pure gestion, elle est forcément orientée et il y a des choix à faire et quand on fait un choix, c'est forcément un choix qui a un parti pris politique. Et Bruno Dejean se poserait peut-être encore plus la question de la légitimité politique ou en tout cas du soutien parlementaire. Quel soutien parlementaire trouve un gouvernement technique ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il n'y a pas de famille politique derrière. Effectivement, et à condition de savoir exactement ce qu'on entend par technique. Je partage tout à fait l'analyse qui a été faite. Et à mon avis, ça poserait un autre problème. C'est que le gouvernement technique ne serait jamais qu'un élément de langage pour désigner une énième expression, une énième manifestation du
centrisme gestionnaire qui est celui d'Emmanuel Macron et qui a causé, je veux rester neutre moi, mais qui a causé en partie la fracture que nous connaissons dans le corps électoral. Ça ne fera qu'aggraver la fracture entre le corps électoral et le reste. Le corps électoral envoie des messages. Il envoie des messages très nets. Et il faut être capable de les entendre, sans quoi la fracture va s'alourdir encore un petit peu plus. Bon, elle va s'aggraver encore un petit peu plus. J'ai bien apprécié l'éditorial de Sophie Dravinel qui m'a fait penser à quelque chose. Parce que sous la 4e République, on prête un bon mot à un ministre, qui, on pouvait être député-ministre à l'époque, donc il vote la censure du gouvernement, parce que justement il ne l'était pas, et il met entre gouvernements qui ne pouvait pas durer longtemps. Et il dit à un de ses amis politiques, un de ses camarades, tu comprends, au stade où j'en suis de ma carrière, il faut que je sois ancien ministre. C'est vraiment ça. Et je pense que ces mœurs progressent. Et on est, du point de vue de l'histoire politique et constitutionnelle, à une étrange croisée, si vous voulez. On ne fait plus confiance aux politiques qui sont en train de repartir dans les penchants leurs plus mauvais. On veut essayer de donner le gouvernement au gouvernement technique. Et je pense que c'est pas bon quand les messages émis par les électeurs sont en réalité très politiques, si on veut bien les comprendre. Voilà. Avec, je reprends le chiffre, Sophie Cognard, du sondage, là, nous sommes 9% des Français qui sont intéressés par la situation politique actuelle. Donc c'est une grande lassitude quand même qui s'exprime et qu'on ressent les uns et les autres aussi. Hein. Oui, je pense qu'évidemment... je pense que tout le monde autour de ce plateau aime la politique, est intéressé, passionné par la politique. Et nos téléspectateurs et téléspectatrices aussi, ils sont nombreux. Et même nous, comme vous le disiez tout à l'heure, Thomas, on en a ras-le-bol. Oui. Donc imaginez les gens qui sont moyennement motivés. Oui. Enfin, je pense qu'ils non seulement ils ne sont pas intéressés, mais je redoute vraiment, j'espère me tromper, je redoute vraiment qu'il y ait une désaffection durable. C'est-à-dire que je pense que chaque jour qui passe... produit de futurs abstentionnistes de manière évidente. Je ne vais pas plus loin sur ce thème, parce que ce sera vrai, évidemment au cœur de la seconde partie de notre émission, puisqu'on va se poser la question d'une éventuelle 6e République, ou en tout cas de réforme institutionnelle, pour essayer de renouer ce lien de confiance entre les Français et leurs élus et leurs institutions. Donc je voudrais quand même, il nous reste une douzaine de minutes dans ce débat, qu'on parle de... Parce que dans les débats politiques depuis la chute du gouvernement Barnier, j'ai l'impression que le mot n'est plus jamais prononcé, le mot budget, parce que c'est quand même un petit enjeu important pour notre pays, et on va en parler tout de suite avec Steve Jourdain, voilà, qui doit pas être très loin dans les coulisses de Sens Public. Vous dites budget, j'arrive. Voilà. Bonsoir Steve. Bonsoir Thomas. Puisque la crise politique, elle a des conséquences qui sont très concrètes pour nous. Oui, une situation résumée en quelques mots hier par Laurent Saint-Martin, le ministre démissionnaire du budget, était auditionné par les sénateurs. Écoutez. Il faut être très clair, hein. Pas de budget, pas de mesures nouvelles. Hein. Pas de mesures nouvelles, c'est-à-dire que tout ce qui a été voté ou envisagé dans le budget présenté par Michel Barnier ou ce qui était discuté en séance, Thomas, avant la censure, eh bien, c'est gelé, on n'en parle plus. Très concrètement, on va voir ce que ça signifie. Les titres restaurants, par exemple, vous avez actuellement la possibilité de les utiliser dans les supermarchés pour faire vos courses. Le gouvernement Barnier voulait prolonger ce dispositif pour 2 ans, soit jusqu'à la fin de l'année 2026. Or, le texte adopté par l'Assemblée nationale n'a pas terminé son parcours au Parlement. Par conséquent, à partir du 31 décembre, c'est fini. Vous ne pourrez plus vous servir de vos tickets resto pour acheter de la farine ou du beurre. C'est un dispositif qui concerne tout de même plus de 5,4 millions de salariés en France. D'ailleurs, certains élus ont vu l'effet politique négatif que ça pourrait avoir. L'insoumise Mathilde Panot demande que le Sénat reprenne l'examen de ce texte de loi en urgence. Ça, c'est pour les tickets restaurants. Il y a aussi des conséquences pour nos moyens de transport, pour le transport des Français. Oui. Aujourd'hui, les entreprises peuvent rembourser jusqu'à 75% de l'abonnement de transport de leurs salariés. C'est une mesure qui avait été adoptée par le Parlement à l'été 2022 pour lutter contre l'inflation en échange d'une exonération de cotisations sociales pour les patrons. Le Sénat demandait une prolongation de cette mesure l'année prochaine, mais voilà, pas de budget, pas de prolongation. En conséquence, le 31 décembre au soir, les exonérations sociales des patrons vont diminuer et cela devrait donc entraîner la fin du remboursement à 75% des titres de transport. Alors, il y a aussi certains dispositifs, certaines aides
qui ne seront pas reconduits. La prime Macron, par exemple, c'est fini. Les salariés ne la toucheront pas car elle s'inscrit dans le cadre des exonérations de charges patronales, normalement discutées dans le cadre du budget. Exit également l'exonération fiscale des pourboires des serveurs qui aurait dû être prolongée l'année prochaine. Le fonds vert, c'est fini aussi au 31 décembre. Ce dispositif d'aide, vous savez, d'aide publique visant à accélérer la transition écologique dans les territoires. Au 1er janvier, les entreprises diront aussi au revoir au bouclier tarifaire, ce mécanisme qui protégeait face aux aléas des hausses d'électricité et de gaz. La liste est longue, Thomas. On pourrait aussi mentionner le crédit d'impôt innovation pour les PME. Il n'est pas non plus prolongé en l'état. Et puis alors, on en a déjà parlé, mais il y a aussi la question des impôts, mauvaise nouvelle également. Oui, sans budget, le barème de l'impôt sur le revenu ne sera pas indexé sur l'inflation, on en a déjà parlé. Les seuils des tranches d'imposition seront donc les mêmes qu'en 2024, alors même que les salaires ont progressé. Par conséquent, on va payer mécaniquement plus d'impôts. Près de 400 000 ménages jusque-là non imposables vont le devenir. 18 millions de Français vont voir leur impôt sur le revenu augmenter. Cette situation pourrait être corrigée par une loi de finances adoptée dans les premiers mois de l'année prochaine. Encore faut-il trouver une majorité à l'Assemblée nationale pour faire voter ce nouveau budget. Rendez-vous en 2025. Oui, merci beaucoup Steve. Et on a vu dans nos débats depuis quelques dizaines de minutes, que c'était pas si simple de la trouver, cette majorité. Dans votre chronique pour Le Point, Sophie Coignard, vous écrivez « Les riches peuvent dire merci à LFI et au Rassemblement national qui ont voté la censure ». Ah oui, parce que, vous savez, il y avait des mesures de surtaxation qui étaient prévues. Donc pour les entreprises qui réalisent en France plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc il y avait 8 milliards d'euros de taxation supplémentaire qui tombent évidemment avec cette censure et le non-vote du budget. Même chose pour le plancher, vous savez, il y avait un plancher pour les gens qui ont des très hauts revenus. C'est-à-dire, je crois que c'est 250 000 euros annuels pour une personne seule, 500 000 euros pour un couple. Donc, très haut revenu, oui. Et je suis d'accord, ça va bien. Et donc, ils devaient payer au minimum 20% d'impôts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Donc là, c'est pareil, ils vont être exonérés de cela. Et puis, j'ajoute que ce que vous disiez, c'est-à-dire le barème de l'impôt sur le revenu, en revanche, joue quand même assez largement dans l'autre sens. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que les gens qui étaient non imposables et qui vont le devenir trouvent ça absolument formidable. Alors, après, on va pas faire d'exégèse là-dessus, mais simplement, c'était absolument, enfin, très sincèrement, à Bercy, tout le monde avait consulté 1000 personnes. Je ne sais pas d'un point de vue ce que le spécialiste des affaires constitutionnelles peut dire de tout cela, mais ils étaient convaincus qu'il était impossible dans une loi spéciale de mettre d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit directement de la part du gouvernement, rajouter soit par amendement, que ça ne passerait pas le stade du Conseil constitutionnel sur l'histoire de l'indexation. De l'indexation du barème de l'impôt. Parce que c'était un geste politique. Oui, alors effectivement, et alors c'était d'ailleurs débattu en commission à l'Assemblée aujourd'hui, parce que la loi spéciale passée en commission. Parce que la question, c'est qui est le menteur maintenant. Oui, vous voyez ce que je veux dire, donc, tout en fonction des camps, il y a ceux qui dramatisent et ceux qui disent non, on trouvera de toute façon une solution, puisqu'un budget sera voté. Sur effectivement le fait de rajouter un amendement sur le barème de l'impôt dans la loi spéciale. Alors là aussi, on est rentré dans une ère d'inconnu institutionnel. C'est un peu le sentiment qu'on a. C'est effectivement, mais j'ai envie de vous dire que ça va peut-être vous surprendre, mais qu'en droit constitutionnel, en réalité, tout est possible. Tout est possible. D'abord, toutes les réponses ne sont pas dans la Constitution. La Constitution ne dit pas tout. Elle ne peut pas tout dire. On a déjà une Constitution qui était assez précise et donnait des mécanismes très intéressants pour quand même adopter un budget par ordonnance. C'est l'article 47-1 de la Constitution. Et puis on a même la loi organique sur les lois de finances, à l'article 45, qui prévoit une procédure spéciale et une loi spéciale de la catastrophe qui permet de reconduire le budget, de reconduire les services votés, c'était un minimum d'argent pour les services publics, de reprendre, d'autoriser la perception des recettes pour l'année suivante. Mais admettons que tout ça ne fonctionne pas, je ne suis pas sûr que le Conseil constitutionnel saisi n'arrive pas à trouver une solution qui permette à tout ça de fonctionner quand même. Y compris sur le barème.
À mon avis, s'il y a un problème, oui, on a déjà vu le Conseil constitutionnel. C'est très difficile de faire de la science juridique fiction. Mais quand on connaît un petit peu la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on sait qu'il peut être assez rigide sur certains points, mais qu'il sait aussi parfaitement s'adapter à d'autres questions. Et là, on voit bien que dans ces questions-là, des questions d'opportunité, des questions d'intérêt général existent. Il a rendu des décisions qui ne pouvaient pas être tout à fait surprenantes pendant la période du Covid. Et on peut avoir une sorte de période d'urgence budgétaire qui serait très loin d'être les pouvoirs spéciaux de la Constitution, mais qui permettrait quand même de trouver une solution juridique. Vous savez, le droit, c'est rarement une essence avec blanc-noir. Ouais. Et ben justement, Pierre Jacquemin, moi, ce qui m'a frappé dans cette... effectivement, ce que disait Sophie, dans les arguments des uns et des autres, c'est que c'était... la pluie de sauterelles, on a beaucoup employé cette expression quand on entendait les membres de ce feu bloc central, et à l'inverse, côté NFP, RN, Parti Socialiste, enfin bref, on disait non, de toute façon il y a des solutions, il y a la loi spéciale, on rajoutera un amendement, le budget finira bien par être voté, etc. Je ne sais plus trop qui croire. Non, c'est vrai que c'est très compliqué. Et puis, c'est des débats qui sont, y compris pour nous, enfin, en tout cas, moi, journaliste, j'ai appris énormément parce que ça nous apprend aussi beaucoup sur les règles budgétaires, sur les règles de droit constitutionnel. Enfin, je veux dire, ça nécessite qu'on s'informe pour ne pas dire de bêtises à nos téléspectateurs. Voilà un point positif de la séquence. On apprend tous les jours. Oui. Mais moi, je trouve que ça va être passionnant, la séquence qui va s'ouvrir justement sur la question budgétaire dans un moment où il y a une instabilité politique. Je vais dire quelque chose de très basique. Un budget, c'est des dépenses, mais surtout des recettes. Emmanuel Macron, il a mené une politique où il a baissé les recettes mais continué les dépenses. Donc forcément, il y a un déséquilibre budgétaire qui s'est créé. Bon, j'ai l'impression quand même que dans les débats budgétaires qui n'ont certes pas sans doute beaucoup préoccupé ni passionné les Français, il y a eu des propositions qui ont émergé et qui peuvent faire l'objet de consensus. Je pense à des propositions qui ont été faites par le NFP qui faisaient consensus avec des propositions ou en tout cas des valeurs de centristes comme le MoDem. Je me souviens que Lucie Castet nous racontait que le lendemain de l'élection législative, comment ? Le MoDem de gauche. Mais pas que, parce qu'il y a aussi des macronistes qui disaient oui, dans le moment dans lequel on est, il n'est pas illogique de demander de faire un effort au patrimoine, aux grands revenus, et que donc du coup faire rentrer des recettes, c'est notre priorité si on veut continuer à maintenir 4000 enseignants, notamment dans l'éducation nationale, là où il était prévu d'en revirer 4000 justement. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est des dépenses et des recettes, et on dit toujours il n'y a pas d'argent magique. Bon, force est de constater qu'il y en a qui arrivent à trouver l'argent magique, il faut juste avoir la volonté politique. Et c'est toujours une question de volonté politique. Ça dépend de l'objectif que l'on se fixe. Si l'objectif c'est uniquement de réduire les dépenses, c'est sûr que ça ne fait pas rêver les gens. Et pardon, moi je suis quelqu'un de très naïf, et moi je me dis que quand on fait de la politique, c'est quand même qu'on a un cap, on a un horizon, on a des perspectives, on a envie de faire rêver les gens. Donc faire rêver les gens, c'est mettre de l'argent en face des dépenses possibles. Je suis d'accord avec vous, Pierre Jacquemin, mais ça suppose de se mettre, puisqu'il n'y a pas de majorité, ça suppose que chacun des camps accepte de mettre de l'eau dans son vin et sorte le programme, tout le programme. C'est pour ça que c'est absurde, le programme, tout le programme, avec le programme. Je pense que là, la situation, je veux dire, il suffit un minimum, pas de bon sens, c'est vraiment le bon sens, c'est comme le gouvernement d'intérêt général, ça n'existe pas, tout le monde a son bon sens. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de l'ordre de, il faut qu'effectivement, chacun fasse un pas vers l'autre. Mais je pense que celui qui doit être le chef d'orchestre de tout ça, ça doit être la gauche, parce que la gauche a des propositions à faire, parce que, elle est quand même la coalition arrivée en tête, et que quand même, moi, ça me semble quand même normal que dans le régime dans lequel on se situe, ce soit à elle de faire des propositions. Emmanuel Macron a essayé la droite, ça n'a pas marché. La gauche, elle a des possibilités, des propositions qui peuvent faire consensus avec le bloc central, je pense, sur la question fiscale, pas que, sur la question des salaires aussi, sur bien d'autres questions, je pense qu'il est possible d'avancer quand même dans un budget qui puisse tenir la route l'année prochaine. Sophie Coignard, un dernier mot quand même, parce que pendant que nous, on est à l'arrêt, les autres pays continuent d'avancer. Il ne faut jamais se soustraire ou s'extraire de ce contexte de concurrence internationale. Tout à fait. C'est pour ça, je parlais tout à l'heure de body time, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que, et notamment, si je pense que même politiquement, ça va finir par poser un gros problème à Emmanuel Macron, c'est parce que tout son discours et toute sa politique était, dans le rendu, il y avait quelque chose qui était relativement incontestable. À quel prix, après, tout ça, c'est vraiment une discussion, mais c'était l'attractivité française. L'attractivité économique, peut-être que ça coûtait trop cher, peut-être que tout ça, mais en tout cas, c'était objectivement vrai. Et chaque jour qui passe, évidemment, réduit, par exemple, l'attractivité française. Donc, évidemment... vous avez raison, c'est pas du bon sens, mais c'est de l'évidence, c'est-à-dire pendant qu'on est immobile, les autres ne le sont pas.
Et c'est un vrai problème. Et c'est vrai qu'il y a... Très tout dernier mot, Pierre. Bon, alors, juste, je trouve que Madame Borne, par exemple, a fait beaucoup de mal, je trouve, quand elle disait s'il y a une censure, on ne pourra plus se servir de sa carte vitale. Je veux dire, il y a eu des mots qui ont été prononcés par des responsables politiques qui ont été gravissimes vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'étranger. Rendez-vous compte de l'image qu'on a renvoyée à l'étranger. Je veux dire, ça va, il y a une censure, il va y avoir un budget, il va y avoir un nouveau gouvernement, sans doute un nouveau budget. Les retraites vont être augmentées de 2,2%, contrairement à ce qui aurait été prévu avec l'ancien budget. Tout n'est pas noir. Donc je trouve qu'il y a une grande responsabilité des politiques aussi à avoir instrumentalisé la période. Ouais. Mais dans votre phrase, il y a sans doute. Sans doute. Il y aura sans doute un nouveau budget. Donc voilà, cette incertitude n'est quand même pas favorable à l'économie et à l'image de notre pays. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à notre débat. Je rappelle le titre de votre livre, Bruno Daugeron, Droit constitutionnel, c'est aux presses universitaires de France. Sophie, La tyrannie de la médiocrité aux éditions de l'Observatoire. Je vais très vite, on vous lit évidemment dans Le Point. Et Pierre Jacquemin dans Politis. Merci encore à tous d'avoir participé à ce débat.